Cher ami antisioniste, cher ami juif éclairé. C'est donc ma seconde intervention comme candidat libre antisioniste aux élections législatives de juin 2012. À cette occasion, je voudrais saluer et rendre hommage à IRS Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos. Vous savez sans doute que celui-ci vient d'être condamné une nouvelle fois à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans pour 4 attentats commis il y a quelques 30 ans et qu'il ne reconnaît pas. Mais auparavant, chers amis, je voudrais vous rappeler le sens de ma campagne antisioniste pour les législatives de juin 2012. Le sionisme est une ambition militaire, colonialiste, politique, idéologique, irrationnelle et criminelle de la plupart des Juifs pour usurper une terre, la Palestine, au mépris du droit immémorial et historique des Arabes. De plus, cette idéologie irrigue et pollue tant la politique internationale française que la politique intérieure à travers de multiples relais, dont le CRIS, Conseil représentatif des institutions juives. Qu'il soit bien entendu que jamais la Palestine n'a été un territoire national juif. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer que sur 4000 ans d'histoire, les Juifs n'y ont exercé qu'un pouvoir effectif pendant 400 ans seulement, d'une manière éphémère, éparse et discontinue. Je vous ferai grâce des détails depuis Josué, 12e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'aux frères Maccabées, 2e siècle avant Jésus-Christ. Je vous renvoie au livre de Hussein Triki, Voici la Palestine. Mais revenons maintenant à Carlos, dont le cœur bat pour la Palestine depuis plus de 40 ans. Il s'est engagé à fond dans la libération de ce pays de l'emprise sioniste politique et militaire en combattant dans les rangs du FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, fondé par le docteur Georges Habash. Suite à une prise d'otage à Vienne le 21 décembre 1975 des ministres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, Carlos a fait surgir avec éclat en Europe la tragédie du peuple palestinien, chassé de ses terres, décimé, expatrié ou parqué dans des camps à ciel ouvert depuis plus de 60 ans. Venons-en au procès qui s'est tenu devant une cour d'exception, la cour d'assises spéciale composée de magistrats professionnels du 7 novembre au 15 décembre 2011. Sous une forme lapidaire et liminaire, on peut dire que la nouvelle condamnation de Carlos ne repose sur aucune preuve sérieuse, fiable et formelle. C'est une condamnation politique qui n'ose s'avouer comme telle. Détaillons un peu cela. Comme l'a dit le procureur général de la République du Venezuela, Carlos Escara, le second procès du commandant Carlos est aussi illégal que celui de 1997. Je cite, « L'arrestation de Carlos par les services secrets français en 1994 au Soudan relève de la séquestration. À partir de ce moment-là, toute la procédure est illégale. » Fin de la citation. Le kidnapping au Soudan, commandité par Pasqua, ministre de l'Intérieur, est un véritable acte de terrorisme revendiqué par Pasqua lui-même. Nemo auditur turpitudinem allegans, disaient les Romains, c'est-à-dire nul ne peut invoquer sa propre turpitude à l'appui d'une action judiciaire. L'avocat général, représentant du garde des Sceaux, n'en a eu cure. Il frôlait le ridicule et l'absurde en prétendant que Carlos avait été tout simplement arrêté en France à sa descente d'avion à Vélizy-Villacoublay. Que devons-nous retenir encore qui justifierait l'acquittement de Carlos? Dans le fatras des 80 volumes de l'instruction, représentant 100 000 pages, il ressort que celle-ci a été conduite exclusivement à charge et non pas, comme la loi le prévoit, à charge et à décharge. 1. En premier lieu, tout repose sur un ensemble de notes des services secrets des ex-pays communistes. Or, avant la chute du mur de Berlin en 1989, ces services étaient pestiférés, voués aux gémonies.
Depuis, ils ont acquis subitement du crédit. De même en est-il d'enregistrements sonores quasiment inaudibles et imprécis quant aux conditions de leur réalisation. Tout repose donc sur des conjectures douteuses. En second lieu, le juge Bruguière a sollicité le concours de l'ex-compagne de Carlos lui garantissant la protection si elle coopérait. Or, au dire de Carlos, c'est un vrai chantage assorti de torture morale auquel s'est livré le juge soi-disant antiterroriste. Par ailleurs, en troisième lieu, un ami de Carlos, Ali Al-Assaoui, aurait déposé un témoignage en Jordanie. Le juge Bruguière n'a pu le rencontrer physiquement et la soi-disant déposition recueillie dans des conditions suspectes et aucunement signée, c'est un véritable témoin fantôme. Je pourrais ainsi égrener encore bien d'autres anomalies de procédure qui laissent pantois. Ainsi, on découvrit qu'un des avocats généraux chargés de requérir avait participé à l'instruction. Ce qui ressort de 6 semaines de procès, c'est que c'est par le petit bout de la lorgnette que Carlos a été jugé comme un délinquant de droit commun. Pourtant, tout le débat relevait d'une géopolitique au Proche-Orient et dans les ex-pays communistes. Carlos aurait dû être jugé au regard de l'histoire universelle, de l'histoire politique internationale des 40 dernières années, au regard aussi de la politique de terreur pratiquée par le sionisme en Israël. Je voudrais enfin souligner le fait qu'en marge des audiences, les amis de Carlos ne se sont pas privés d'engager la discussion avec les partis adverses. Nous ne redoutons pas, en effet, le débat d'idées avec les adversaires et les ennemis. C'est ainsi que nous avons découvert que certaines victimes croient dur comme fer avoir vu Carlos à la télévision comme étant un attentat. Quelle hallucination! C'est ainsi que Maître Spinner nous a soutenu qu'Israël tirait sa légitimité internationale de l'ONU suite à la résolution de partage de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947. C'est une contre-vérité parfaitement démontable et démontrable. 1. D'abord, la charte de San Francisco des Nations Unies ne donnait pas compétence aux instances pour diviser un territoire sans l'accord de ses habitants. En second lieu, la résolution de partage est l'aboutissement d'une magouille truffée d'intrigues diplomatiques sous la houlette de l'Organisation sioniste mondiale qui venait tenir son 24e congrès. Il faut savoir qu'une commission politique spéciale de l'ONU n'avait recueilli l'accord que de 25 États sur 58 pour partager la Palestine en 2 États. C'est à l'arraché que l'Assemblée générale entérinera le partage en achetant les votes des Philippines, du Libéria, du Costa Rica et d'Haïti. Quant à la France, Léon Blum est intervenu très activement pour la cause sioniste. Comprenons bien qu'Harry Truman voulait être élu. Il confiera à des responsables politiques américains qu'il mettait en garde contre le risque de guerre au Moyen-Orient, je cite, « Je regrette, dit Truman, je dois répondre à l'appel de centaines de milliers d'hommes qui aspirent au triomphe du sionisme. Il n'y a pas quelque part des centaines de milliers d'Arabes dans mes circonscriptions électorales. Peut-on être plus démagogique, plus opportuniste, plus cynique ?» Toujours en marge des audiences, j'ai croisé Clément Veil-Rénal, très affable à mon encontre. Il me livra qu'il se demandait lequel de Dieudonné ou de Carlos était le plus encombrant. Je lui donne acte qu'il est en présence de 2 grandes pointures de la lutte antisioniste. Chers amis antisionistes, chers amis juifs éclairés, rendez-vous pour l'appel interjeté par Carlos. Rendez-vous devant la Cour de cassation. Rendez-vous devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai espoir que cette dernière censurera le non-respect du délai raisonnable 30 ans après la commission des faits, le kidnapping terroriste de Carlos par des barbouzes à la solde de Pasqua. Vive Carlos, vive le combat antisioniste et anti-impérialiste. À bientôt. Pour le comité de soutien de Carlos, je vous donne le numéro de téléphone suivant qui sera reproduit, 06 41 96 06 72. Merci de votre attention et à bientôt. Vive la lutte antisioniste.